Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. En Guinée, le président de l'Assemblée nationale, Claude Korik-Wandiano, se dit favorable à la révision de la Constitution dans l'intérêt général. Une annonce faite durant sa rencontre avec le Premier ministre guinéen et les représentants au Parlement. Une rencontre boycottée par les députés de l'opposition. Un nouveau programme d'études en e-commerce pour les étudiants africains, un projet qui voit le jour grâce à un accord entre le géant de l'e-commerce chinois Alibaba et le gouvernement rwandais. Et enfin, une marche-meeting au Burkina Faso. Ce lundi 16 septembre a été dispersée par la police, faisant quelques blessés parmi les manifestants. Les organisations syndicales présentes voulaient dénoncer la gouvernance actuelle et l'insécurité dans le pays. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Guinée, les élections législatives pourraient se tenir le 28 décembre prochain, avec un an de retard, selon le président de la commission électorale, la CENI. Une annonce faite 2 semaines seulement après le discours présidentiel encourageant des législatives avant 2020. Cette décision de fixer la date au 28 décembre a été prise à la majorité. Néanmoins, 7 commissaires de la CENI issus de l'opposition refusent cette date et se désolidarisent publiquement dans une déclaration officielle. Ils dénoncent un délai de non-tenabilité pour l'organisation de ces législatives. Malgré cette désolidarisation des commissaires de l'opposition, le président de la CENI, Maître Salif Kébé, promet une révision totale du fichier électoral en 45 jours. Toujours en Guinée, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a rencontré les membres de l'Assemblée nationale le 12 septembre dans le cadre des consultations entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile. Une réunion qui fait polémique au sujet de la révision de la Constitution. Les députés d'opposition ont boycotté cette rencontre qu'ils qualifient de subterfuge pour permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Aïssatou Bari. En Guinée, les consultations sur l'adoption d'une nouvelle constitution initiée par le président de la République ont débuté. Jusqu'au 25 septembre, date fixée pour la fin des consultations, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana prévoit rencontrer une quarantaine d'institutions, d'associations, de syndicats. Déjà, la liste des organismes ciblés par l'exécutif ne fait pas l'unanimité. L'Assemblée nationale a été la première étape. Le président de la République est autorisé dans cette constitution à organiser un référendum pour consulter le peuple sur le contenu à donner à la Constitution. La Constitution, qui a été adoptée en 2010, a fait son temps. À l'Assemblée nationale, les principaux leaders de l'opposition n'ont pas participé à la rencontre avec le Premier ministre. Pour eux, ces consultations ne sont qu'un prétexte pour permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. Le FNDC l'a dit clairement dans la déclaration. Pour nous, il n'y a pas de débat. On ne peut pas ouvrir des consultations pour demander au peuple s'il veut un coup d'État constitutionnel ou pas. Donc, il n'y a pas de légalité, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas non plus d'urgence à cela. Alors, nous maintenons cette position. Nous ne rencontrons pas le Premier ministre parce qu'il n'y a pas d'objet de débat. D'autant plus que le front lui-même est illégal. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe la grande majorité de l'opposition et de la société civile, a tenu une conférence de presse pour réaffirmer leur désaccord face à une éventuelle révision de la Constitution. Après la haute autorité de la communication et le Conseil économique et social, la prochaine étape sera consacrée aux partis politiques, aux ONG ainsi qu'aux syndicats. Toujours dans l'actualité, un message très clair envoyé à la classe politique au pouvoir. Les résultats du premier tour de la présidentielle en Tunisie démontrent le rejet de la société de cette classe politique. Ce lundi 16 septembre, l'instance de surveillance des élections a publié un premier résultat après le dépouillement de 66% des bulletins. Les résultats définitifs tomberont ce mardi 17 septembre. Les résultats officiels confirme les premiers pointages des institutions de sondage privées, avec Kais Saïd en tête avec 18,9% des voix, suivi de l'homme d'affaires Nabil Karoui, crédité de 15,5% des suffrages. Des choix dits anti-système qui disqualifient les représentants des partis traditionnels au pouvoir. La participation des Tunisiens à cette élection reste très faible, avoisinant les 45,2%, une première pour l'histoire du pays.
Première productrice mondiale de noix de cajou avec plus de 800 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici l'année 2022. Une initiative avec comme objectif d'accroître les revenus et d'offrir de l'emploi aux jeunes. Dans ce sens, l'État de Côte d'Ivoire a signé jeudi 12 septembre 4 accords avec des entreprises de transformation de noix de cajou. Reportage de notre correspondant Olive Adjakota. La Côte d'Ivoire veut transformer 60% à l'horizon 2022 de sa production de noix de cajou. L'industrialisation de la filière est estimée en 2019 à 9%. D'où à septembre 2019, ce sont 12 entreprises industrielles de transformation d'anacarde qui ont bénéficié d'agréments pour combler ce gap de 51% d'ici 3 ans. Cette filière, si elle est bien organisée, si elle est mieux organisée, et que nous arrivons à transformer ne serait-ce que 50% de nos productions au plan national, vous allez voir qu'il y aura il y aura en tout cas un gap énorme. Vous voyez, il y aura une plus-value énorme. Avec 711 236 tonnes, la filière a rapporté 509 milliards de francs CFA au pays en 2017 et en 2018 a engrangé 404 milliards de francs CFA avec 761 331 tonnes. Mais la mévente, la défectuosité des prix et bien d'autres défis ont émaillé la campagne 2019 qui a connu une grave crise. Nous sommes dans une cartélisation, dans une mafia. Il y a un véritable conflit d'intérêts. Parce que ceux qui sont les décideurs politiques sont subtilement dans la filière. C'est eux qui légifèrent, donc ils légifèrent de manière personnalisée, c'est-à-dire au gré de leurs intérêts, et puis ils font des fixations aussi défectueuses. Et donc ça désorganise toute la filière. En rappel, la Côte d'Ivoire exporte chaque année plus de 6 000 tonnes de noix brutes de cajou. Et pourtant, une trentaine d'unités industrielles sont actuellement implantées dans le pays. Un nouveau programme d'études en premier cycle de e-commerce. Les étudiants africains vont bénéficier de ce projet initié par le géant de l'e-commerce chinois Alibaba. C'est dans le cadre d'une coopération avec le gouvernement rwandais que le projet voit le jour. Alibaba ambitionne de mettre en place une école qui se focalise sur le domaine fructueux de l'économie d'Internet. Un sujet de Philomène Tine. D'études de premier cycle en e-commerce a été lancé à l'endroit des étudiants africains par le géant de l'e-commerce chinois Alibaba. Au cours de ces dernières années en Afrique, ce secteur a permis à des sociétés et start-up d'ouvrir leurs boutiques en ligne pour améliorer leur visibilité et profiter du développement rapide des nouvelles technologies. La formation va permettre quand même aux jeunes de développer toutes les compétences en termes de conception de sites, mais aussi ce qui tourne autour de la livraison au niveau des produits et qu'on soit vigilant pour que les retombées ne soient pas toujours tournées vers la Chine, mais que les retombées soient une amélioration des conditions de vie en Afrique. Le projet est inscrit dans le programme de l'accord de coopération entre le gouvernement rwandais et Alibaba dans le cadre de l'initiative électronique World Trade Platform. Toutefois, notons que le faible taux de bancarisation de l'Afrique, où seuls 15 à 20% de la population possède un compte bancaire, ne constitue pas un frein majeur à l'expansion de l'e-commerce dans le continent. Et je crois que les acteurs ont pensé que les alternatives possibles, puisqu'aujourd'hui il y a les paiements mobiles. Donc ça veut dire qu'il y a des initiatives qui sont prises de part et d'autre au-delà du taux de bancarisation qui est fait, de trouver des alternatives qui permettraient de pouvoir assurer le paiement en ligne, puisque le paiement en ligne c'est l'élément central de l'e-commerce. Selon une étude réalisée par McKinsey & Company, d'ici 2025, le marché de l'e-commerce en Afrique pèsera 75 milliards de dollars pour 600 millions de consommateurs actifs. Cependant, des freins liés au marketing, à la procédure de la transaction, à la chaîne logistique devront être levés. Une marche-meeting qui a débuté dans le calme ce lundi 16 septembre au Burkina Faso avant d'être dispersée au gaz lacrymogène par la police. Cette marche, organisée par une vingtaine d'organisations syndicales, avait pour but de dénoncer la gouvernance actuelle au pouvoir et l'insécurité dans le pays. On dénombre blessés parmi les manifestants, un sujet de Jean-Paul Ouedraogo.
Au Burkina Faso, une marche-meeting organisée ce lundi 16 septembre 2019 par un collectif constitué d'une vingtaine d'organisations syndicales a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police. Les heurts sont intervenus au moment où les manifestants avaient entamé dans le calme une procession. Ils entendaient dénoncer notamment la gouvernance actuelle du pays, les crimes économiques et la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Nous voulons saluer ce matin votre courage et la discipline avec laquelle vous avez répondu à cette attaque lâche. Notre objectif était nullement d'aller à l'affrontement. Parce que, comme on l'a dit depuis le début, cette marche est une marche citoyenne et pacifique. La marche avait été déclarée illégale par les autorités, a expliqué plutôt le directeur général de la police aux manifestants. Une entrave aux libertés démocratiques et syndicales selon des acteurs de la classe politique et de la société civile. Moi, je regrette que les libertés d'expression soient en plein recul au Burkina Faso, parce que beaucoup de choses ont été entreprises pour faciliter aujourd'hui la liberté d'expression dans notre pays. On n'aimerait pas vraiment voir cette scène-là aujourd'hui. Pour un État qui se dit démocratique, la marche des syndicats associés aux OSC, ce n'est pas pour une insurrection ni quoi que ce soit. C'est regrettable aujourd'hui de voir vraiment ce qui se passe. De retour au meeting qui s'est poursuivi après l'intervention de la police, les manifestants ont été priés de rentrer chez eux. Des mots d'ordre seront certainement lancés dans les jours à venir. Toujours dans l'actualité, 13 400 migrants ont été expulsés d'Angola sur l'année 2019. Des convois spéciaux ont été organisés par l'Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires afin de les aider à retourner en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre d'un projet nommé Assistance directe aux migrants expulsés d'Angola que les organismes sociaux ont permis le retour dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Parmi ces migrants figurent 6 892 hommes et 6 508 femmes avec 1 507 mineurs. Financé à hauteur de 2 millions de dollars américains, le projet se clôture ce lundi 16 septembre. L'agence de l'ONU a permis donc à des milliers de Congolais de profiter de ce transport d'urgence pour arriver en toute sécurité à leur destination finale. Place à l'actualité sportive avec les finales de la Coupe du Mali de basketball qui se sont déroulées ce samedi 14 septembre à Bamako. Elle a opposé l'AS Police, championne du Mali, à l'Atar de Kidal chez les hommes et chez les dames, le Djoliba Athletic Club au centre Bintou Dembélé de Koulikoro. Retour sur ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Atar Club de Kidal, AS Police à Monsieur et Djoliba AC, centre Bintou Dembélé de Koulikoro en dames, telles étaient les affiches de la finale de la Coupe du Mali 2019. Les policiers, après le titre de champion, avaient à cœur de réaliser le doublé. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'Atar Club de Kidal qui a émerveillé le public jusqu'au bout. Il s'impose sur le fil par 79-78. Les jeunes qui étaient sur le marché, aucun entraîneur ne s'est intéressé à eux. Moi, j'ai vu qu'ils avaient des potentialités, je me suis intéressé. Je les ai donné l'occasion de s'exprimer, de montrer au Mali qu'ils savent jouer au basket. Fierté parce qu'aujourd'hui, j'offre à Kidal son premier trophée. Je suis très très fier de ça. Et je me dis que ce n'est que le début. Nous, on va continuer à travailler, à faire de belles choses. Avec un public acquis à sa cause, la victoire de l'équipe de Kidal est perçue comme une victoire pour le retour de la paix dans le pays. Vous voyez que Kidal vient de remporter cette Coupe du Mali. Cela témoigne du fait que le sport est une activité, comme je dis, fédératrice qui permet à nos fils du pays de se retrouver pour que le Mali soit un Mali de paix, un Mali unifié, un Mali prospère. Les dames du Djoliba, championnes du Mali en titre, terminent la saison en beauté par un doublé, en battant l'équipe de la région de Koulikoro par 87-55. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.